Chaîne 3, le journal. Le journal de la mi-journée qui vous est présenté par Brahim Azouz. Brahim, bonjour. Rostam, bonjour à tous. Le ministre des Transports a tenu une première réunion pour mettre en application la directive du président de la République concernant le renouvellement du parc de bus, une opération qui se fera en 2 étapes. Les détails dans le journal. Et nous parlerons de l'avis des spécialistes qui soulignent l'importance des cours dispensés aux élèves des 3 paliers sur l'éducation routière. Une initiative qui a débuté depuis l'année dernière sur le sujet de Maël 15. Énergie, la coopération énergétique algéro-américaine qui se renforce davantage avec la signature de 2 conventions Tralnaf et Petroleum Oxy américain. Sonatrach qui acte également son retour en Libye. Sonatrach engagé également dans le monde sportif. Le groupe va créer une filiale dédiée à la gestion et à l'exploitation du stade Liamardi Ali La Pointe à Douira. Les explications dans le journal avec Rostom Yahya Sherif. Un demi-million de Palestiniens au bord de la famine, alerte le PAM ce matin. Et l'entité sioniste qui mène une campagne de famine délibérée dans la bande de Raza dénonce de son côté à Amnesty International. Le dépôt de candidature pour choisir le film qui représentera l'Algérie aux Oscars a débuté et s'étalera jusqu'au 4 septembre prochain. Du football et Algérie-Niger, les Verts n'ont plus droit à l'erreur. Ils jouent leur qualification en quart de finale du championnat d'Afrique des joueurs locaux à 18h. Mais d'abord, le ministre de l'Intérieur, Brahim Malad, s'est rendu ce matin à Biskra ou de Djellal et Khanchla, où il a présenté les condoléances du président de la République aux familles des victimes de l'accident du bus qui a chuté vendredi dernier dans l'Oued al-Harrachi au lendemain de ce drame routier qui a coûté la vie, pour rappel, à 18 passagers du bus et 24 blessés. Le ministre des Transports a tenu sa première réunion pour mettre en application la directive du président de la République concernant le renouvellement du parc de bus, une opération qui se fera en 2 étapes. La première verra le retrait de la circulation dans un délai de 6 mois de tous les bus de plus de 30 ans, suivi du retrait de ceux dont l'âge est de 20 ans. Les propriétaires bénéficieront d'incitations fiscales et douanières pour l'acquisition de bus ou de moins de 5 ans. Le ministre qui a insisté également sur l'encouragement de la production locale a mis l'accent sur le renforcement du contrôle. Des commissions de wilaya seront ainsi créés pour inspecter l'état des bus et seuls ceux répondant à l'ensemble des critères de conformité seront autorisés à circuler. La réunion s'est déroulée en présence de plusieurs associations, organisations des transporteurs, indique un communiqué du ministère des Transports. Et le futur conducteur se prépare aujourd'hui à travers l'éducation routière et c'est dans ce sens que des cours sont dispensés aux élèves des 3 paliers depuis l'année dernière. Les spécialistes relèvent l'importance de cette démarche. Maël 15. Familiariser les élèves aux dangers potentiels de la route et au comportement responsable ne suffit pas. Pour le pédagogue Mziane Mariane, cette éducation à la sécurité routière doit s'étendre également aux adultes. La sensibilité de l'éducation routière, on peut l'introduire dans une leçon d'arabe, de français, et on peut l'introduire chaque matin pour les élèves du primaire. À travers les élèves, on peut sensibiliser les parents. Les adultes, on doit utiliser notre credo, les sensibiliser sur le pour la ceinture, pas d'alcool au volant. Les transporteurs, on doit incorporer un limitateur de vitesse à l'intérieur du moteur. Pour les spécialistes du code de la route, le renforcement de l'éducation à la sécurité routière est une option importante contre les risques de la route. Nabila Farhat, présidente nationale des moniteurs qualifiés à la conduite. L'intégration de l'éducation de la sécurité routière dans les programmes scolaires afin de sensibiliser, proposer une approche pédagogique pour enseigner l'éducation de la sécurité routière en utilisant des méthodes et des outils adaptés aux différents niveaux d'âge et de niveau scolaire. Et donc enseigner les comportements à adopter pour se protéger et protéger les autres. L'éducation routière au niveau scolaire, introduite déjà à partir de l'année 2024, et ce en partenariat avec la Gendarmerie nationale, la Sécurité nationale et la Protection civile, a pour but de favoriser une culture de la responsabilité routière à tous les jeunes.
Sujet de Maël 15. Les nouveaux bacheliers souhaitant changer d'orientation dans la même ville universitaire ou vers une autre ou encore vers les écoles normales supérieures et leurs annexes pourront déposer leur demande du 19 au 23 août. Le ministère de l'Enseignement supérieur précise ce matin que cette démarche se fera exclusivement en ligne via la plateforme Progress. La coopération énergétique algéro-américaine, elle se renforce davantage avec la signature hier de 2 conventions entre Al-Naft et Petroleum Oxy. L'accord porte sur la réalisation de 2 études sur l'évaluation du potentiel en hydrocarbures sur 2 périmètres. Sur le plan continental, Sonatrach acte son retour en Libye après une découverte d'hydrocarbures à Ghadames, Sofia Boukacha. L'Algérie suscite un regain d'intérêt auprès des leaders mondiaux de l'énergie. Ces dernières années, il y a eu la signature de multiples conventions internationales, la plus récente avec la société américaine Oxy, qui porte sur une étude d'évaluation du potentiel pétrolier. Une première étape avant d'éventuels projets d'exploration et de développement. Bardad Mendouche, expert en énergie. Ceci est dû principalement à la promulgation de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, laquelle offre des avantages fiscaux très incitatifs pour les 2 conventions qui ont été signées avec la compagnie américaine occidentale. L'objet de ces conventions, c'est l'évaluation du potentiel en hydrocarbures, une étude approfondie à l'effet d'aboutir par la suite à une autre étape. Le groupe Sonatrach acte son retour en Libye et veut s'imposer comme un leader énergétique africain avec plus de 400 millions de dollars prévus d'ici 2028 sur le continent. Ces puits-là se trouvent dans le bassin de Ghadames, qui est limitrophe à l'est du sud algérien. C'est une stratégie à l'international de la Sonatrach, laquelle veut être un acteur énergétique important au niveau de l'Afrique. La Sonatrach est déjà présente au Mali, au Niger, également en négociation avec le Mozambique. Pour asseoir cette dynamique à l'international, la Sonatrach avait déjà annoncé un investissement d'ici 2028 de l'ordre de 440 millions de dollars, principalement en Libye et dans certains pays africains subsahariens. Une dynamique qui illustre le retour en force de l'Algérie sur la scène énergétique internationale. Sonatrach, qui prospecte, produit et exporte les hydrocarbures. Le groupe est également très impliqué dans le monde sportif et en plus du sponsor, le groupe va créer une filiale dédiée à la gestion et à l'exploitation du stade Ali Amardi Ali Lapointe de Douirah à Alger. Les détails avec vous, Rostom Yahya Sherif. Tout à fait, la Sonatrach a approuvé hier le projet de création d'une filiale dédiée à la gestion et à l'exploitation du stade Ali Amardi Ali Lapointe de Douirah, dénommée Société de gestion et d'exploitation des infrastructures sportives et de loisirs. La création de cette filiale s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations des pouvoirs publics visant à instaurer une entreprise économique indépendante chargée de l'administration de cette importante infrastructure sportive au profit du Mouloudia d'Alger. Cette filiale aura pour mission d'assurer une gestion rigoureuse du stade, de veiller à son entretien et à sa pérennité, tout en valorisant ses installations et en exploitant pleinement son potentiel. Elle devra également proposer des services de qualité, ouverture des magasins, de la restauration, la tenue des manifestations culturelles, reflétant le standing de cette infrastructure sportive qui est le stade Ali Amardi Ali Lapointe de Douirah. Rostom Yahya Sherif, on retrouvera à la fin du journal pour parler de l'actualité sportive. La secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargée des affaires africaines, Selma Barta Mansouri, a réitéré l'engagement de l'Algérie à soutenir les efforts de la communauté de développement de l'Afrique australe visant à renforcer l'intégration régionale et la transformation économique en Afrique. Elle a déclaré dans une allocution prononcée au siège de l'ambassade de Madagascar à Alger hier à l'occasion de la célébration du 45e anniversaire de la création de la communauté. Alger qui se prépare pour accueillir l'événement économique et commercial continental. Il s'agit de la foire commerciale intra-africaine prévue du 4 au 10 septembre prochain. Le ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché national a présidé hier une réunion consacrée au suivi de l'avancement des préparatifs. Cet événement se veut également un espace pour le renforcement des échanges intra-africains, d'autant que le continent ne manque pas de potentialité. Samia Aloun. Une vitrine stratégique pour démontrer le savoir-faire africain qui vise à renforcer les échanges commerciaux ainsi que l'intégration du continent dans les valeurs de chaîne économique du monde d'aujourd'hui en misant sur les capacités africaines et sur les acteurs économiques, investisseurs, fabricants, sociétés de commerce d'exportation et autres pour développer le continent en synergie. Le programme de start-up des jeunes de l'Union africaine en fait partie. Ce programme est dédié aux petites, moyennes et micro-entreprises start-up du continent qui se développent progressivement. Mahfoud Kaoubi,
Mehdi, analyste économique et financier. Dans un continent en pleine mutation, où les nouvelles technologies, les nouvelles procédures, les inventions, aussi bien en matière technique qu'en matière de procéduriale, constituent un élément qui permettrait au continent de rattraper le retard par rapport aux autres continents. Les startups, qu'il faut rappeler aussi, sont en train de réaliser une croissance assez considérable dans quelques pays d'Afrique. La chose la plus importante, c'est d'élargir le champ qu'occupe cette catégorie des entreprises afin d'être d'une part un vecteur de développement et d'autre part un vecteur de croissance en Afrique. Cet événement de portée continentale se présente comme une véritable plateforme d'affaires avec la conclusion attendue d'accords commerciaux et d'investissements pouvant dépasser les 44 milliards de dollars. Plus de 2000 exposants venus de 75 pays sont attendus. Le programme alimentaire mondial alerte dans un nouveau rapport aujourd'hui. 1 demi-million de Palestiniens sont au bord de la famine. L'entité sioniste qui mène une campagne de famine délibérée dans la bande de Gaza, ce sont les mots d'Amnesty International qui tirent la sonnette d'alarme, précisant que l'occupant israélien inflige délibérément aux Palestiniens des conditions de vie calculées pour entraîner leur destruction physique, ce qui fait partie intégrante du génocide. Les chiffres quotidiens des morts par la faim le confirment ce matin. 5 Palestiniens dont 2 enfants sont morts de famine. Le PAM qui souligne également que 263 Palestiniens sont morts à cause de la famine, dont 112 enfants depuis mars dernier. Malgré toutes ces alertes, ces images d'enfants affamés brandis à la face du monde, la situation empire de jour en jour. Et je vous propose ce cri de détresse de Jihan Abou Moussa. Son bébé de 6 mois est affecté gravement par la famine. Propos recueillis par Karima Benour. Les médecins ont découvert que Mohamed vit avec une seule chambre cardiaque. Il souffre de famine aiguë, de sécheresse. Il a des champignons qui l'empêchent de boire du lait. Ce bébé de 6 mois manque d'oxygène parce qu'il n'est pas disponible dans l'hôpital. Sa température est élevée. Il a des bleus partout sur son corps. Nous faisons tout pour le transporter à l'étranger. Il a besoin d'une opération à cœur ouvert qui est dure. C'est urgent. Sahara occidentale, un nouveau groupe de travail vient d'être officiellement lancé pour défendre les ressources naturelles du territoire occupé. Il rassemble juristes experts et représentants du Front Polisario. Leur mission, contrer l'exploitation illégale des richesses par l'occupant marocain et renforcer la lutte pour l'autodétermination du peuple sahraoui. Au Maroc, l'inquiétude grandit autour de l'agression du coordinateur du mouvement BDS, retrouvé inconscient à son domicile. Il présentait plusieurs blessures et contusions. Des organisations de défense des droits humains ainsi que des partis politiques expriment leur vive préoccupation et réitèrent le rejet de la normalisation avec l'entité sioniste. Le mouvement BDS, de son côté, affirme qu'il poursuivra ses actions pacifiques contre l'occupation israélienne et la complicité des entreprises et institutions marocaines. Journée cruciale ce lundi à Washington. Les dirigeants européens ont fait le déplacement pour faire bloc autour du président Zelensky à la Maison-Blanche. Le président ukrainien qui doit s'entretenir ce soir avec Donald Trump pour négocier la paix avec la Russie. Le rendez-vous entre les deux chefs d'État est d'autant plus important qu'il fait suite à une rencontre entre le président américain et son homologue russe vendredi dernier. Selon la presse américaine, Zelensky fait face à des négociations difficiles avec Trump sur la question territoriale. Alors que va changer la rencontre Trump-Zelensky? Élément de réponse avec l'analyste politique Fabrice Bauer. Il est contacté par Rabia Slimani. Le président américain ne fait que reprendre une évidence qui a été exposée depuis le début de la crise, à sa reconnaissance des nouvelles réalités territoriales. Alors, la démilitarisation, une armée minimum, et c'est la neutralisation militaire, c'est-à-dire pas d'OTAN et pas de troupes étrangères. Ils se sont certainement mis d'accord en Alaska et aujourd'hui, à Washington, Trump, semble-t-il, parce qu'il y a des discours officiels, puis après il y a la diplomatie, on communique le moins possible, je parle des Américains et des Russes. À Washington, on voit bien que Zelensky vient accompagné avec protecteurs. Qu'est-ce que peuvent garantir les Européens? Ce que pouvons-nous attendre selon moi de cette réunion à Washington? Soit Trump impose l'accord minimum qui sont mis d'accord avec Poutine. Et selon le journal britannique The Guardian, la présence d'un groupe de soutien de dirigeants européens à la rencontre de Trump avec Zelensky à Washington est un signe de panique et inquiétude. On écoute l'analyse de Fabrice Bauer.
L'idée que les Européens ont, c'est de tout faire pour saboter les arrangements, les négociations de paix de Trump avec Poutine, pour justement attendre sa prochaine, pense-t-il, défaite aux élections et reavoir un démocrate et repartir en guerre. Leur idée, c'est de tenir 3 ans donc après. Sauf que dans 3 ans, les troupes russes ne seront pas au même endroit. 2022, c'est 2 oblasts de plus qu'ils ont perdu. Et s'ils attendent encore 1 an, 2 ans, ce sera peut-être encore 2, peut-être encore 4 de plus qui seront perdus pour l'Ukraine. Puisque peuvent faire les Européens? Leur armée n'a plus de munitions. Je pense qu'ils vont s'entêter, ils vont aller jusqu'au bout. On n'accepte pas de perdre. Il ne va rien se passer, moins que Trump ait vraiment décidé. S'il veut vraiment, il n'y a que 2 solutions. L'analyste politique Fabrice Bauer, contacté par Rabia Slimani. Météo Algérie a émis une alerte canicule sur plusieurs wilayas du pays. Le mercure dépassera les 40 degrés sur certaines régions. Alors, quel comportement adoptent les citoyens en cet épisode caniculaire et de hausse des températures? Reportage à Alger signé Mahdi Haidaoui. Dès la matinée, la chaleur se fait sentir sur Alger, le soleil tape fort, l'air est lourd et les Algérois savent qu'une journée difficile les attend côté météo. L'Office national de la météorologie a lancé un bulletin météo spécial pratiquement sur l'ensemble du territoire. Sont placés en vigilance orange, les températures vont dépasser les 40 degrés et pourrait même atteindre les 44 degrés cet après-midi. Face à ce temps étouffant, chacun tente de trouver sa méthode pour supporter la chaleur. Avec cette chaleur, je mets des chapeaux pour éviter les insolations. Bon, j'évite de sortir s'il fait trop chaud, boire beaucoup d'eau. Moi, je conseille aux citoyens algériens de s'hydrater le maximum, prendre plusieurs douches par jour. Mais au-delà des petits réflexes du quotidien, les médecins insistent, certaines règles sont essentielles pour éviter les complications. Dr Kamel Hadjout, médecin généraliste, nous rappelle les précautions à prendre. Il faut boire beaucoup d'eau, 1,5 litre jusqu'à 2 litres. Une attention particulière pour les personnes âgées et les enfants, parce qu'ils n'ont pas la sensation de soif. Il faut éviter de sortir entre 10h du matin jusqu'à 16h. Il faut bien sûr porter des vêtements clairs et éviter le nylon. La vigilance reste donc de mise, surtout pour les plus vulnérables. En attendant un retour à la normale, il faut s'hydrater, se protéger du soleil et limiter les sorties aux heures les plus chaudes. Et ces épisodes caniculaires touchent plusieurs régions du monde, des pays qui ne sont pas habitués à ces fortes chaleurs. L'Europe notamment, qui fait face depuis des jours à de gigantesques incendies en Espagne, au Portugal notamment, la Turquie également touchée par ces feux de forêt. La culture et le dépôt de candidature pour choisir le film qui représentera l'Algérie aux Oscars. L'opération a débuté, s'étendra jusqu'au 4 septembre prochain. Hanan Seissi. L'offensive du Nord constantinois planifiée et menée par le héros de la guerre de libération nationale Zérodou Youssef mérite davantage d'intérêt, de recherche, d'études et le cinéma a tout son rôle dans l'écriture de la mémoire nationale. C'était le sujet de Hanan Seissi sur la rencontre organisée ce matin au Forum des Chab sur l'apport du cinéma durant la guerre de libération nationale. Hanan Seissi. On va retrouver Hanan Seissi pour parler de l'apport du cinéma durant la guerre de libération nationale. C'était ce matin lors du forum des Chab organisé. L'offensive du Nord constantinois planifiée et menée par le héros de la guerre de libération nationale Zérodou Youssef mérite davantage d'intérêt, de recherche, d'études et le cinéma a tout son rôle dans l'écriture de la mémoire nationale au regard de son impact sur le plan populaire. L'art s'adresse en fait au plus large public et le film Zérodou Youssef se veut une œuvre en ce sens. Le cinéma demeure un outil indispensable et efficace pour illustrer la mémoire, a relevé le scénariste du long métrage Hassan Tlilani. Les intervenants ici au forum du journal Chab sont unanimes sur l'importance de coordonner les efforts afin de multiplier des œuvres cinématographiques historiques. Un travail collégial regroupant l'ensemble des secteurs concernés, historiens, archivistes, témoignages, secteurs et institutions et le monde de la production cinématographique algérienne afin de refléter la valeur du peuple algérien dans sa lutte contre le colonialisme, mais également des épisodes sinistres qui témoignent de l'horreur de la horne coloniale et que le peuple
et opinion internationale doivent connaître. L'offensive du Constantinois, une épopée dans la mémoire nationale considérée comme un deuxième 1er novembre planifié et mené par le révolutionnaire Zerodi Youssef, est l'une des pages de l'histoire qui s'illustre à travers le long métrage Zerodi Youssef du scénariste Hassan Tlilani réalisé par le jeune Mounis Khammar. Ainsi, la bataille de l'image est un autre front qui attend le cinéma algérien. 12h50 sur Alger 3, on passe au sport, au football, avec le match des Verts cet après-midi pour le compte du championnat d'Afrique des joueurs locaux. Ce sera face au Nigeria. Les joueurs du sélectionneur national Majid Bouguera ont achevé hier leur préparation en prévision de ce match décisif face au Niger ce soir, 18h heure algérienne, pour le compte de la 5e et dernière journée de la phase de groupe du CHAN. Le sélectionneur national a disposé de l'ensemble de son effectif et a mis à profit cette ultime séance d'entraînement pour affiner les réglages tactiques. Sur la pression concernant ce match face au Niger de ce soir, on va écouter le sélectionneur national Majid Bouguera. On est toujours là, il faut gagner le prochain match pour se qualifier. Puis c'est bien, comme ça met un peu la pression à nos joueurs pour qu'ils se remotivent et qu'ils voient que rien n'est facile dans le football. Mais en tout cas, voilà, moi je suis toujours derrière mes joueurs. Je leur tire quand même le chapeau dans la mentalité de vouloir continuer à essayer de marquer à la fin. Et je rappelle que les Verts n'auront besoin que d'un seul point pour assurer leur qualification pour les quarts de finale, quel que soit le résultat qui opposera dans l'autre match du groupe l'Ouganda à l'Afrique du Sud. Et je rappelle que la rencontre sera arbitrée par le Tanzanien Ahmed Ali Aradjika. Donc je rappelle, Algérie-Niger, ça sera dès ce soir à partir de 18h heure algérienne. Un mot de tennis pour rappeler la finale tant attendue ce soir à 20h heure algérienne entre Yannick Sinner, le numéro 1 mondial, et l'Espagnol Carlos Alcaraz en finale du tournoi Masters 1000 de Cincinnati. Et puis on revient en football pour parler des différents championnats européens. Hier, Arsenal s'est imposé face à Manchester United, 1-0 dans le choc de la première journée de la Premier League, et Nottingham Forest qui s'est imposé 3-1 face à Brentford. L'Atlético de Madrid qui rate son entrée dans la Liga en s'inclinant 2-1 face à l'Espagnol de Barcelone. Et puis en France, le PSG, le champion en titre, qui s'est imposé 1-0 face à Nantes. Merci Rostom Yahya Cherif, merci à vous de nous avoir prêté attention. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi la météo sur les Azantal.